Salut les Joycoders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui va, pour une fois, ne pas parler de Python, mais d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le DevOps. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas, et donc c'est la raison pour laquelle, avant de nous lancer dans une vidéo explicative complète, et d'ailleurs dans une série de vidéos qui va suivre, je souhaite que dans cette vidéo, on introduise le principe de DevOps pour expliquer justement pourquoi est-ce que je pense que c'est un principe qui est essentiel et qui devrait être plus largement diffusé. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, introduction au DevOps. Donc, cette vidéo n'est pas une vidéo qui va expliquer le détail du DevOps, je vais juste introduire le sujet pour préparer la suite des autres vidéos et vous mettre un petit peu dans le contexte pour que vous puissiez savoir si vous aussi vous êtes intéressé par le DevOps ou si c'est plutôt un autre sujet qui vous intéressera et auquel cas vous pourrez bien évidemment sauter le reste de la série. Alors, ce qu'il faut comprendre avec le DevOps, c'est qu'en fait, l'objectif du DevOps, c'est d'atteindre l'excellence dans l'art de la création et de la livraison de logiciels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, l'idée, c'est que lorsqu'on développe, alors il y a bien évidemment des compétences techniques qui sont nécessaires pour connaître le langage de programmation, être capable d'écrire du code correctement, mais c'est pas suffisant. Et en fait, on se rend vite compte, dès les premiers projets qu'on fait dans un langage de programmation, ça peut être en tant qu'étudiant ou autre, on se rend vite compte qu'en fait, au fur et à mesure, au bout de quelques semaines passées sur un projet, on est très vite ralenti. Il commence à y avoir des bugs, on a du mal à relire le code, etc. etc. Et si on bosse déjà en entreprise, on se rend compte que dans la majorité des entreprises, on a beaucoup de mal finalement à développer, on passe beaucoup de temps avec des process qui sont parfois lourds, on a des blocages, on est tout le temps en train de traiter des bugs, etc. Et donc, en fait, DevOps, donc c'est un ensemble de pratiques. Donc, faut savoir que c'est pas un poste, hein, c'est un ensemble de pratiques. Quelqu'un qui dit mon poste c'est DevOps, ça n'a pas de sens, il faut le savoir. Qui permet trois choses. Ça permet donc de développer et de déployer plus vite. Le deuxième point est très important parce que si vous développez un logiciel, mais que vous l'avez juste développé vite sur votre poste, mais qu'ensuite il vous faut 3 ou 4 jours, voire un mois pour que le code que vous avez écrit sur votre poste se retrouve en production, on a un souci. Donc le but, c'est vraiment que entre le moment où vous commenciez à la développer et le moment où votre utilisateur peut utiliser votre logiciel, il y a un temps qui soit le plus court possible, c'est ce qu'on appelle aussi le lead time. Donc ça, c'est le premier objectif de DevOps, c'est d'aller plus vite. Le deuxième objectif, c'est de réduire le nombre de bugs. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais on peut se dire, bah non, mais si je vais plus vite, je vais faire forcément plus de bugs, parce que je vais faire moins attention. Et c'est là tout l'intérêt, à mon sens, de DevOps, c'est que ça permet non seulement d'accélérer, mais aussi d'accélérer avec une meilleure qualité. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et en plus de ça, du coup, ça permet d'améliorer la stabilité en production. Alors, en plus de juste réduire le nombre de bugs, ça fait qu'on va avoir des systèmes aussi qui vont avoir moins tendance à tomber en panne, et finalement, quand ils vont tomber en panne, de manière moins grave. Alors, ça peut paraître magique quand on le dit comme ça, et donc après, je vais vous détailler comment est-ce qu'on arrive à ces objectifs-là. Mais voilà, c'était vraiment important de rappeler ça pour moi. Donc, pour moi, c'est ça les objectifs de DevOps. Les objectifs de DevOps, c'est pas juste l'automatisation, ça c'est un moyen de le faire. C'est pas, par exemple, le truck-based development, c'est pas la CI/CD, c'est pas les tests automatiques. Tout ça, c'est des techniques qu'on peut utiliser pour appliquer le DevOps en tant qu'ensemble de pratiques, mais c'est pas les seuls. Et vous verrez aussi qu'il y a beaucoup de pratiques qui sont plus de l'ordre managérial, de la manière dont on s'organise dans les équipes, etc. Donc maintenant que les objectifs sont clairs, on va passer aux résultats. Et c'est là que je vous demande vraiment toute votre attention, parce que ces choses-là donc, sont basées sur de la recherche, et donc on commence à avoir des résultats qui sont vraiment assez incroyables. Je vous lis un peu les résultats. En 7 années de recherche sur le mouvement DevOps, donc auprès de 32 000 professionnels, donc c'est quand même beaucoup de monde, dans le monde entier, ce qu'on observe, du coup, c'est que les meilleures équipes, donc celles qui appliquent le mieux les principes DevOps, déploient 973 fois plus fréquemment et livrent 6750 fois plus vite que les équipes peu performantes. J'ai juste marqué une pause là pour que vous réalisiez la différence de performance que ça représente. 973 fois plus fréquemment, c'est-à-dire qu'il y a 973 fois plus de nouvelles versions du logiciel qui sortent, et la livraison, donc c'est le temps entre le moment où on commence à développer, ou le moment où on commence à avoir une idée, et le moment où le code se retrouve en production, on parle de 6750 fois plus vite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Alors bien sûr, c'est aussi des équipes qui ont des plus grosses échelles et autres, mais ça montre à quel point ces pratiques-là,
et donc le mouvement DevOps en général, sont efficaces. On ne parle pas juste de 20, 30, 40% de productivité en plus, comme la plupart des trucs qu'on applique. Là, on parle d'un facteur 1000. C'est absolument énorme. Et donc c'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui de commencer à vous expliquer et introduire DevOps maintenant et dans les prochaines semaines, du coup, l'objectif étant d'aller de plus en plus dans le détail avec chaque vidéo. L'autre point intéressant aussi, c'est que, donc là on a parlé juste de la partie vitesse, si vous vous rappelez qui était le premier objectif, mais il y a aussi la partie résolution des bugs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les équipes qui appliquent du coup bien les pratiques DevOps reprennent également 6570 fois plus vite après un sinistre que les autres. Et donc là, juste pour vous préciser, ce n'est pas une faute de frappe, ils sont vraiment tombés sur le même nombre, c'est une coïncidence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont des taux d'échec qui sont 3 fois plus bas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'ils mettent quelque chose en production, la probabilité que ce nouveau développement est un problème est 3 fois plus faible. C'est pas négligeable, hein, c'est vraiment énorme en fait. 3 fois plus, ça veut dire que si par exemple vous faites 10 déploiements et que sur les 10 déploiements, il y en a par exemple 5 qui cassent, ça veut dire que pour les équipes qui appliquent le DevOps, ils en auront entre 1 et 2 maximum qui vont casser. Donc ça change beaucoup de choses. Et le point hyper important, c'est que la réaction, parce qu'en fait, finalement, les erreurs en développement logiciel, c'est quelque chose d'inévitable. Parce qu'on est humain. Pour l'instant, c'est encore des humains qui écrivent des programmes, et je pense que ça va durer quand même encore pendant un petit bout de temps. Je sais que GitHub Copilot existe, mais ce sera une autre discussion. Et en fait, on fait des erreurs. C'est comme ça qu'on fonctionne. La question, c'est comment est-ce qu'on agit sur ces erreurs-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de les réparer vite? Est-ce qu'on est capable d'empêcher qu'elles aient un impact négatif pour l'utilisateur? Et le fait de réagir, donc quand on dit reprenne, ça veut dire, lorsqu'il y a une erreur, ils sont capables de rétablir le service 6570 fois plus vite. Ça veut dire que globalement, dans la majorité des cas, en fait, c'est même pas visible pour l'opérateur. Enfin, pour l'utilisateur, pardon. Et ça, c'est un point très important. Donc ça, c'est les résultats du mouvement DevOps. Donc si là, avec ça, vous n'êtes pas convaincu que c'est important de comprendre et d'appliquer le DevOps, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Dans les autres avantages, alors, donc là, on a parlé vraiment de la partie pure performance, le truc qui va intéresser le management, mais il y a aussi d'autres avantages qui sont moins tangibles, mais qui sont à mon sens tout aussi importants parce que ils se renforcent les uns les autres. C'est-à-dire que pour avoir ce niveau de performance-là, il faut aussi d'autres choses qui sont plus au niveau des soft skills, qui sont très importantes. Et notamment la culture d'équipe et la culture d'entreprise. C'est essentiel. En fait, dans mon expérience, ça fait quand même pas mal de temps que je bosse maintenant, on ne peut pas travailler efficacement en étant stressé. Je répète, on ne peut pas travailler efficacement en étant stressé. Je ne parle pas d'avoir une légère pression saine, c'est-à-dire d'avoir un objectif, d'être motivé, d'avoir de l'émulation, ça ok, mais la pression forte, c'est-à-dire le stress, est systématiquement, et donc c'est montré dans plein d'études, mauvais pour la performance. Notamment lorsqu'on doit utiliser son cerveau, ce qui est le cas normalement en programmation, pour travailler. C'est-à-dire que le stress paralyse les pensées, le cerveau, etc. Lorsqu'on veut se battre, ça peut être utile, mais encore dans une certaine mesure. Mais ce qu'on fait quand on fait de la programmation, on ne se bat pas. Alors, on n'utilise pas ses mains, ses muscles, etc. On utilise son cerveau. Et donc dès qu'on a une pression, ça ne fonctionne pas. Et donc c'est là que la culture d'équipe, la culture d'entreprise, et notamment la sécurité psychologique, sont essentielles. Et donc les méthodes DevOps permettent aussi d'augmenter la sécurité psychologique des équipes et permettent aussi l'apprentissage en continu. Ça, c'est un point très important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la notion d'erreur. On s'en moque en fait de faire des erreurs. Par contre, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une erreur, on va en apprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc, la seule manière, à mon sens en tout cas, d'être vraiment performant, c'est d'apprendre continuellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on dit ok, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, comment est-ce que je peux apprendre de ce qui s'est mal passé pour que ça se passe mieux la prochaine fois. Et tout ça ensuite donne aussi donc, de l'autonomie et de la confiance, c'est des choses qui sont importantes, parce que si on a des bons processus qui fonctionnent bien, en fait derrière on n'est plus obligé de tout le temps vérifier ce que les gens font, passer derrière eux, etc. Donc ça permet aux personnes d'être autonomes et du coup d'être en confiance aussi, parce que comme on a les bons process, on sait que même si quelqu'un fait une erreur, derrière le processus va le rattraper.
Autre point important, réduction du risque de burn-out. Donc tout ça est lié, hein. C'est que si on n'a pas moins de pression, moins de stress, on a plus de sécurité psychologique, plus de confiance, plus d'autonomie, il y a moins de risque de burn-out aussi. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de faire les choses et de les faire bien, sans y passer des heures carrées, sans travailler la nuit, sans travailler les week-ends, etc. Parce que justement, on organise mieux le travail. Et ça, c'est un point vraiment important, en fait, c'est qu'en étant plus efficace, c'est-à-dire en organisant mieux la manière dont on fonctionne, ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite, sans pour autant bosser beaucoup plus d'heures et mettre des efforts complètement démesurés. Et du coup, la conséquence de tout ça, c'est que le travail est moins pénible et qu'il est aussi plus satisfaisant, parce qu'au lieu de passer du temps à résoudre des bugs, à traiter des choses qui sont emmerdantes, finalement, on passe du temps sur ce qui nous intéresse le plus, à savoir écrire des logiciels qui soient super et qui soient appréciés par les utilisateurs. Et finalement, à la fin, il n'y a que ça qui compte. Parce que si on écrit un logiciel, c'est pour que l'utilisateur de ce logiciel-là soit ravi. Et du coup, derrière, nous, on peut en tirer une certaine fierté, parce qu'on a écrit un logiciel qui est élégant, qui est fonctionnel, qui est performant, etc. Alors maintenant, donc je vous ai présenté un petit peu les avantages de DevOps. Ce qu'il faut comprendre, c'est à qui vont s'adresser cette série de vidéos. Donc en premier lieu, et j'insiste, ces vidéos sont dédiées aux leaders techniques. Donc tech lead, CTO, VP of Engineering, etc. Toutes les personnes, ou Engineering Manager, toutes les personnes qui finalement ont des équipes techniques sous leur responsabilité, donc par technique j'entends des développeurs, etc., donc des gens qui travaillent sur du code, et idéalement des gens qui ont écrit du code, qu'ils ont utilisé aussi en production, donc du code qui est utilisé en production dans leur passé. Donc là on parle vraiment de leaders techniques, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment été développeurs, qui ont vraiment fait tourner des systèmes en production, et qui ensuite du coup, voire en même temps, managent des équipes. Dans un second temps, ces vidéos s'appliquent aussi donc, aux développeurs qui veulent contribuer à l'amélioration de leur équipe. Si par exemple votre leader, votre manager, soit n'est pas technique, soit est technique mais ne connaît pas bien le DevOps, ces vidéos-là sont aussi l'occasion pour vous, en tant que développeur, d'apprendre, de comprendre et du coup de pouvoir aider à améliorer votre équipe en proposant des nouvelles choses, en parlant finalement soit de cette vidéo, soit des ressources que je vais vous donner à vos managers, pour qu'ils puissent mieux comprendre comment améliorer l'efficacité de l'équipe, réduire le burn-out, etc. Enfin, finalement, obtenir tous les avantages que je vous ai donnés. Et enfin, ça s'applique aussi, alors ça va être un peu plus difficile, c'est pour ça que je les ai mis en dernier, au management non technique. Donc par là, j'entends les managers, c'est-à-dire ceux qui gèrent des équipes de développeurs, mais qui n'ont eux-mêmes, par exemple, jamais développé ou très peu développé. Par très peu développé, j'entends qui ont fait du développement, soit à l'école ou autre, mais qui n'ont pas maintenu pendant plus d'un an des systèmes en production. Et il y a une vraie différence, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la compétence technique, c'est-à-dire savoir développer en tant que tel, ça c'est une compétence technique, mais pas forcément avoir l'expérience d'avoir vu vos programmes tourner en production et d'avoir dû les maintenir. Et ça crée vraiment une expérience différente, et c'est pour ça que sans avoir cette expérience souvent douloureuse du maintien d'un logiciel en production, c'est assez difficile de comprendre certains concepts. Mais en revanche, si vous êtes motivé et si, par exemple, vous avez une équipe que vous souhaitez vraiment faire progresser, il est tout à fait possible de comprendre ces vidéos. C'est le but justement, c'est qu'elles soient le plus didactiques possible pour que tout le monde puisse les comprendre. Et donc c'est aussi valable très très haut dans la hiérarchie. Ça s'applique pour moi aussi aux membres des comités de direction, aux fondateurs, etc., qui peuvent être très loin des équipes techniques, mais le fait d'avoir une compréhension de ces concepts-là, notamment si vous êtes dans des boîtes qui sont tech, c'est-à-dire dont le produit est majoritairement basé de code, ou s'il y a une grosse partie de logiciels dans votre secteur d'activité, ça peut s'appliquer aux banques par exemple, ça reste quelque chose d'intéressant. Le point important aussi du coup, et pour que ces vidéos restent accessibles au plus grand nombre, elles ont aussi un but de vulgarisation, elles n'aborderont pas la partie technique des pratiques DevOps. Ça c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que je ne vais pas parler ici du détail du trunk-based development, je ne vais pas expliquer comment est-ce que sur Git on fait pour faire des rebases interactifs pour pouvoir regarder un historique Git correct, je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler non plus de comment est-ce qu'on écrit concrètement des tests unitaires, comment est-ce qu'on améliore ces données de tests. Donc tout ça c'est des choses qu'on pourra aborder par la suite. Mais en tout cas, ce n'est pas l'objet de cette série de vidéos. L'objet de cette série de vidéos, c'est de comprendre concrètement comment, dans une équipe, on part de l'état dans lequel on est actuellement, et comment est-ce qu'on tend finalement vers beaucoup plus de performance, de simplicité, de fiabilité, de sécurité psychologique, etc., tous les avantages que j'ai donnés, avec des étapes simples et non techniques. Et après, forcément, il y a des choses qui demanderont techniquement
des actions, mais là après, c'est un autre sujet. Alors, maintenant ce qu'il faut bien comprendre, c'est la question à laquelle je souhaite répondre avec cette série de vidéos. La question est la suivante. Comment faire pour atteindre l'excellence dans l'art de la création et de la livraison de logiciels grâce aux méthodes DevOps? Donc c'est vraiment ça qu'on veut faire ici, c'est-à-dire on part d'un état et on cherche à atteindre l'excellence. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait on ne l'atteint jamais, c'est un point important. L'excellence, ça ne s'atteint jamais, c'est toujours un objectif. Une boîte qui va vous dire oui, nous on a de l'excellence opérationnelle, c'est jamais vrai en fait. On peut viser l'excellence opérationnelle, ça il n'y a pas de souci. Mais dire qu'on possède l'excellence opérationnelle, ça n'a aucun sens. Parce que le principe de l'excellence, justement, c'est la poursuite incessante de l'amélioration. Et donc pour faire ça, il faut deux choses. Il faut pouvoir prendre conscience de son état actuel pour pouvoir suivre son avancement et donc ensuite mesurer l'impact des changements. Donc c'est les deux choses. C'est connaître toujours son état actuel, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, et ensuite quand je fais un changement, finalement, quel est l'impact de ce changement. Donc par exemple, un changement, ça peut être je change la manière dont on fait les réunions tous les matins pour être plus efficace, par exemple. Mais ce qui est important, c'est que pour pouvoir mesurer ce changement-là, il faut que le process soit déjà stable. C'est-à-dire que si, en fait, l'équipe fonctionne vraiment dans le chaos et fait jamais tous les jours la même chose, jamais toutes les semaines la même chose, que personne ne sait vraiment trop où il va, on peut implémenter des choses, des changements et autres, mais comme c'est tellement le chaos, on ne saura pas mesurer qu'est-ce qui a eu quoi comme effet. Donc c'est important d'abord de bien comprendre, ok, c'est quoi notre état actuel? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fonctionne? Une fois qu'on sait comment on fonctionne, on peut implémenter des changements dans la manière dont on fonctionne et ensuite essayer de les mesurer. Alors pour faire ça, je vous donne déjà, dans la première vidéo, c'est gratuit, les indicateurs DevOps. Donc les indicateurs DevOps, c'est 4 indicateurs, enfin 5 du coup maintenant, parce qu'en fait le Reliability a été rajouté après, c'était pas dans les premiers bouquins sur le DevOps. Donc je vous donne les 5 qui permettent justement de voir un peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et ensuite de mesurer l'effet que vont avoir les changements que vous allez faire. Donc le premier indicateur, alors je vous donne en anglais et en français parce que souvent on y fait référence en anglais, donc ça vous permettra aussi de retrouver d'autres ressources en anglais sur le sujet. Deployment frequency, donc la fréquence de déploiement. Donc c'est très simple, c'est quelle est la fréquence, donc c'est-à-dire que vous comptez le nombre de nouvelles versions que vous faites par exemple par mois, et vous divisez par un mois, donc par le nombre de jours par mois, si vous voulez avoir le nombre de fréquences par jour. Si vous voulez avoir par mois, vous divisez juste par 1. Si vous ne faites pas une nouvelle version par mois, vous pouvez calculer par an, etc., etc. Donc c'est combien de nouvelles versions, et pas de nouvelles versions dans votre Git, mais bien des nouvelles versions qui sont disponibles pour l'utilisateur. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième indicateur qui va nous intéresser, c'est le lead time for changes. Donc c'est le délai de déploiement. Ce qui est important, c'est que ce délai-là, on le compte du commit jusqu'au déploiement. C'est-à-dire combien entre le moment en fait on a commencé à coder, alors c'est pas exactement le commit, mais c'est une manière plus simple de le compter à partir du commit, mais à partir du moment où on a commencé à développer, entre le moment où on a commencé à développer et le moment où le logiciel est disponible en production, combien de temps s'est écoulé. Donc ça c'est important parce que ça va nous donner une idée aussi de où sont nos bottlenecks, c'est-à-dire que si on met énormément de temps entre le moment où on commence à coder et le moment où on déploie, il y a deux possibilités, soit on met trop de temps à coder, soit on met trop de temps à déployer. Et en général, c'est souvent qu'on met trop de temps à déployer. Par exemple, si votre déploiement est très manuel et pas automatique, c'est-à-dire que s'il faut faire plein de modifications de configuration, déployer à la main, etc., vous allez perdre beaucoup de temps. Là où, par exemple, là où je travaille, on a mis en place un système automatique de déploiement, ce qui fait qu'une fois qu'on a fini de développer et qu'on a testé et qu'on est sûr que tout fonctionne bien, on clique sur un bouton et ça se déploie automatiquement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. La fréquence de déploiement, ça je n'ai pas précisé, elle est intéressante parce que ça vous permet de voir en fait à quel point est-ce que vous êtes agile, à quel point est-ce que vous êtes capable de réagir à un changement. C'est-à-dire que si par exemple vous déployez que 2 fois par an, si entre la dernière version, si vous venez de déployer une version et que tout d'un coup, et qu'il vous faut 6 mois pour déployer la suivante, si tout d'un coup le marché change complètement ou s'il y a un événement inattendu, par exemple le Covid ou d'autres choses, vous allez vous retrouver très embêté pour finalement changer la direction de votre développement et de votre produit.
Et donc on peut prendre un peu l'exemple du Titanic, qui est assez intéressant, c'est-à-dire que le problème du Titanic, c'est pas qu'ils n'avaient pas vu l'iceberg, bon déjà c'est qu'ils l'ont vu trop tard, mais surtout c'est qu'un paquebot comme ça, quand il faut le faire tourner, en fait, il a tellement d'inertie, en fait on n'arrive pas à manœuvrer facilement. Et bien c'est pareil avec la fréquence de déploiement, plus vous avez une fréquence de déploiement qui est rapide, plus en fait vous êtes capable de changer de direction lorsque c'est nécessaire. Donc ça c'est un point important. Ensuite, donc ça c'est les deux premiers indicateurs qui sont plutôt les indicateurs de performance du processus de développement et de déploiement qui vous donnent une idée d'à quel point est-ce que vous allez vite. Maintenant, il n'est pas suffisant d'aller vite parce que si on mesurait que ces deux trucs-là, on pourrait se retrouver dans une situation dans laquelle on va super vite, mais en fait il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'il y a les deux autres indicateurs, et ensuite le dernier reliability dont on va discuter à part, qui sont là finalement pour contrebalancer la notion de vitesse. Et donc en fait ce que vous devez toujours faire lorsque vous gérez une équipe de développement, ou même en tant que développeur au sein de l'équipe de développement, c'est de bien comprendre le trade-off entre à la fois votre vitesse et le risque que vous allez mettre. Et donc ça c'est important, c'est-à-dire que plus vous allez vite, plus vous allez prendre de risques, moins vous prenez de risques, donc plus vous voulez être sûr de la qualité du code et du fait qu'il n'y ait pas de bug, moins vous allez aller vite. Et donc DevOps permet d'accélérer sans trop réduire le risque, sans trop augmenter le risque, mais bon, à un moment quand même, vous allez quand même devoir faire un trade-off entre les deux. Et donc c'est ça que mesure, c'est les deux indicateurs suivants. Le time to restore service, c'est le délai de restauration en français. Ça inclut alors, soit le rollback, soit la correction de bugs. C'est-à-dire que dès que quand vous avez un bug en production, par exemple un client qui se plaint, qui dit bah, je veux utiliser telle fonctionnalité mais elle ne fonctionne pas, c'est le temps entre le moment où vous avez pris connaissance finalement de ce problème-là et le moment où vous avez résolu le problème. Alors, il y a plein de manières de résoudre le problème. Ça peut être soit en remettant une version précédente dans laquelle ça fonctionnait, c'est en général la technique la plus rapide, soit en corrigeant à la main le problème et ensuite en déployant une nouvelle version. C'est pour ça qu'en général, on essaie d'avoir des systèmes qui permettent de très très vite revenir en arrière pour pouvoir résoudre le problème temporairement en revenant en arrière, trouver le vrai correctif et ensuite le déployer. Mais comme ça, on a le temps qu'il faut pour trouver le correctif, plutôt que d'être sous pression au moment où on développe le correctif parce que ça ne marche pas avec le client, on perd de l'argent, etc., etc. Et donc le quatrième indicateur, c'est le change failure rate, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est le taux d'échec des changements, c'est-à-dire combien de pourcentage de versions logicielles que vous poussez en production, donc que vous donnez à vos utilisateurs, ont des problèmes. Si vous êtes à 100%, il y a un problème. Hein. Mais, voilà. La question c'est, après ce chiffre-là il est un peu compliqué parce que ça va dépendre du niveau de ce qu'on considère vraiment un échec. Est-ce que c'est quand le client est vraiment bloqué ou est-ce que n'importe quel micro-bug est considéré comme un échec? Ça se discute. En général, on est obligé de trouver un trade-off entre les deux parce que si on compte tous les bugs, en fait, tout le monde sera à 100%. Parce que je connais très peu de logiciels qui fonctionnent vraiment 100% sans aucun bug. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très très peu. Et donc du coup, en général, on définit un niveau de bug qui est suffisamment gênant et c'est comme ça qu'on calcule. Ou alors on fait des moyennes pondérées. Il y a différentes manières de le calculer. Ce qui est important, c'est de décider une bonne fois pour toutes de comment vous le calculez et après de le suivre dans le temps en fait. C'est pas de se comparer forcément avec d'autres, mais c'est plutôt de se dire voilà comment nous on va calculer ce truc-là et sachant comment nous on calcule, comment est-ce que ce truc-là évolue. Et ça va vous donner quand même une bonne idée de la stabilité finalement de vos systèmes. Et donc on en arrive au dernier point qui est reliability, qui est quelque chose d'un peu différent parce que les 4 premiers indicateurs portent exclusivement sur le processus de développement et de déploiement. Donc c'est-à-dire sur un peu la machine finalement, donc incluant des hommes, des process, des logiciels, etc., des outils, qui permet de déployer des nouveaux changements. Et donc le dernier indicateur, la reliability, mesure exclusivement ce qui se passe en production. Donc c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est indépendamment des releases, de ce qu'on fait, de la manière dont on développe, c'est vraiment comment est-ce que le système, une fois qu'il est en production, donc par exemple un site web, comment est-ce qu'il se comporte. Et donc typiquement, il y a des choses qu'on mesure, comme la disponibilité, c'est-à-dire combien de temps sur l'année, ou sur un mois, ou sur une semaine, le site est disponible, c'est-à-dire qu'il ne retourne pas d'erreur. Et donc si on dit 99% de disponibilité, ça veut dire que 99% des fois on va envoyer une requête sur le site, la requête va réussir. Alors je parle de réussir du point de vue serveur, c'est-à-dire que le serveur ne retourne pas d'erreur. Après si le client, donc c'est-à-dire l'utilisateur,
tape une URL qui veut rien dire, bon bah là on n'y peut rien pour lui. Hein. Donc on compte vraiment les erreurs qui ont été causées par le logiciel lui-même. Ensuite, la latence est intéressante, c'est-à-dire combien de temps est-ce que le site web il met à répondre. Ça marche pour un site web ou pour une application. Hein. La performance, est-ce que finalement il consomme beaucoup de ressources pour faire ce qu'il veut. Et enfin l'extensibilité, à quel point est-ce que lorsqu'on a besoin par exemple de rajouter une autre fonctionnalité ou autre, le système se comporte bien. Donc ça c'est quelque chose qui est alors, un peu plus difficile à mesurer parfois, parce que selon le système que vous allez avoir, ça peut être plus ou moins simple de trouver des indicateurs qui marchent, mais en général les indicateurs qu'on retrouve partout et qui fonctionnent très bien, c'est disponibilité et latence. Sur un site web notamment, c'est très facile. Disponibilité, c'est nombre de requêtes réussies divisé par nombre de requêtes totaux. Et la latence, c'est le temps entre le moment où votre client il envoie sa requête HTTP et le moment où le serveur lui répond. Donc ça vous donne en général, on essaie d'avoir des latences qui sont en dessous de 300 millisecondes, parce qu'au-delà de 300 millisecondes, en général, l'utilisateur n'aime pas trop. 300 millisecondes, c'est à peu près un tiers de seconde, pour donner une idée. Si le site même met plus d'une seconde à répondre, en général, ça vous énerve. Donc voilà un peu pour les indicateurs. Donc pourquoi ces indicateurs sont importants, je répète, c'est que ça vous permet de déjà mesurer votre état actuel, et ensuite, au fur et à mesure que vous faites des changements, de suivre comment vous vous améliorez. Sachant qu'il faut savoir qu'au début, vous allez stagner, c'est normal, en tâtonnant, mais c'est qu'en continuant à s'améliorer de manière régulière que là, vous allez commencer à avoir les effets qui vont s'accumuler les uns sur les autres, et ces indicateurs qui vont vraiment changer. Bon, à titre d'exemple, quand je commençais à appliquer les techniques DevOps dans mon équipe actuelle, au début c'était une équipe avec beaucoup de juniors, de stagiaires, etc. On était avec une fréquence de déploiement de l'ordre de 1 par mois, et après on est monté à plus de 25 par moment lorsqu'on en avait besoin. Donc pour moi, c'est que là on a fait quasiment un x30, enfin un x25 en l'occurrence, sur la fréquence de déploiement, en réduisant drastiquement le lead time for change, il me semble qu'on avait divisé par 10 ou 20, le temps de restauration de service par 2 ou 3, et le change failure rate, je pense par 2 ou 3 aussi, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est vraiment, pour donner l'exemple, c'est lorsqu'on applique ces méthodes-là, et on n'a pas changé l'équipe, hein, c'est-à-dire que moi je suis juste arrivé avec quelqu'un d'autre, après tout le reste de l'équipe était pareil, et pourtant on a quand même eu ces changements qui étaient drastiques, et on est passé de 60% du temps à débugger par exemple, à 5%. Donc là, c'est vraiment des ordres de grandeur qui sont énormes sur une toute petite équipe avec très peu de moyens, juste en appliquant ces méthodes et en mesurant ces choses-là. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a aussi des mauvais indicateurs, c'est-à-dire des choses qu'il ne faut pas suivre, parce que si on mesure ces choses-là, on risque en fait d'être biaisé par la mesure et du coup de faire des choses qui sont très dangereuses. Et notamment, tous les indicateurs qui mesurent de la quantité produite, et non pas des résultats obtenus, sont des indicateurs très dangereux. Notamment le nombre de lignes de code déployées et le nombre de features livrées sont des très 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 mauvais indicateurs. Pourquoi ? Parce que c'est des indicateurs de quantité. Rien ne garantit que ces lignes de code fonctionnent, rien ne garantit que ces lignes de code-là ont été livrées à temps, rien ne garantit que ces lignes de code-là apportent de la valeur au client. Et pareil pour les features. En fait, on pourrait juste découper, si je prends des grosses cartes et je découpe en plein de petits morceaux, du coup j'ai plus de features, j'ai moins de features, enfin, c'est pas clair. Donc ces choses-là sont vraiment à éviter. Si vous avez des managers ou autres, ou si vous, en tant que manager, vous mesurez ce genre de choses-là, il faut absolument changer parce que ça va créer finalement des comportements qui sont pas du tout productifs pour votre équipe. Et donc, c'est la fin de cette introduction et je vais juste vous donner un aperçu du coup des vidéos suivantes. Donc maintenant qu'on a introduit ce qu'est le DevOps, derrière je vais expliquer petit à petit. Donc alors j'ai essayé de donner un ordre qui soit le plus naturel possible, c'est-à-dire l'ordre dans lequel on l'implémenterait dans une équipe qui n'a rien du tout. Si vous avez déjà des choses qu'il y a chez vous, implémentez juste le reste et normalement ça va se suivre. Donc le premier truc à implémenter, c'est les rétrospectives et l'expérimentation. Pourquoi ? Parce que ça va être votre thermomètre. C'est ce qui va vous permettre de vérifier si vous allez dans la bonne direction ou pas en discutant avec l'équipe. Donc je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'on fait ça. Mais en tout cas, l'idée des rétrospectives, c'est de pouvoir expérimenter, de voir ce qui va pas, d'en discuter en équipe et d'essayer de corriger ce qui va pas et de garder ce qui va, tout simplement. Ensuite, le deuxième point, c'est travailler par petits lots, limiter le travail en cours. Ça, j'étalerai ce que ça veut dire, mais c'est-à-dire que globalement, on évite de faire des gros blocs d'un coup, et dès qu'on peut, on découpe le travail en tout petits morceaux pour pouvoir du coup aller plus vite, tester plus facilement, déployer plus facilement, etc. etc. Parce qu'en général, plus on travaille sur des petits morceaux, plus on évite les plats de spaghettis.
Le troisième point, c'est le développement sur une branche unique, qui s'appelle aussi le Trunk-Based Development en anglais, avec des branches de travail éphémères. Donc le but de cette pratique-là, c'est de dire, on ne va pas faire des branches de développement qui restent des mois ouvertes, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un développement, on part du master ou du main, on fait une petite branche, on développe dessus 1 ou 2 jours, et ensuite on vient la remerger. Ce qui fait qu'on travaille toujours sur la base du master ou du main, et qu'il n'y a jamais de divergence entre les branches, et donc du coup ça limite grandement tout ce qui est merge conflict, etc. Visibilité du travail au sein de l'équipe et de l'entreprise. Alors ça c'est un point essentiel pour pouvoir bien collaborer, il faut avoir une visibilité sur ce que les autres font, donc il y a plein de techniques pour faire ça, mais une des premières c'est le daily ou le Kanban board, donc je vous expliquerai tout ça, mais l'idée en tout cas est que chacun sache ce sur quoi chacun travaille et en quoi il est bloqué, de quoi il a besoin, pour que tout finalement puisse se passer sans blocage, sans qu'on attende une semaine que quelqu'un nous réponde par mail, etc. Ensuite on parlera de l'intégration continue et des tests automatiques. Donc là c'est la partie qui sera peut-être un peu plus technique, je n'irai pas trop dans le détail, mais je donnerai quand même les bases qui permettent de développer correctement, parce que globalement, en fait, essayer de réduire le taux d'erreur des développeurs, c'est quelque chose qui est très difficile. Alors, on peut avec de l'expérience, etc., ça se fait, mais c'est pas ça qui va vous permettre d'être efficace. Ce qui va vous permettre d'être efficace, c'est de faire en sorte qu'il y ait plein de systèmes automatiques qui permettent de compenser les erreurs que potentiellement un développeur pourrait faire en lui donnant une boucle de feedback très rapide. Par exemple, un test automatique, c'est génial, parce que lorsqu'on développe, on lance le test automatique, et si le test automatique ne fonctionne pas, ben on sait qu'on a fait une erreur. Donc on recommence, on corrige, on regarde, on comprend, etc. Et plus on a de tests automatiques, mieux c'est. Donc pareil pour l'intégration continue. Donc l'intégration continue, c'est le fait de automatiquement prendre un morceau de code et l'intégrer dans le reste de la base de code, en ayant vérifié tout un tas de trucs, dont les tests. Ensuite, on parlera de l'automatisation des déploiements. Donc ça, c'est essentiel, c'est-à-dire que globalement, lorsqu'on fait des déploiements à la main, on fait beaucoup d'erreurs. Si je me mets au défi quelqu'un de me dire qu'il fait des déploiements à la main, donc manuel en de production, et qu'il n'a jamais eu d'erreur. Enfin, si je trouve ce gars-là, je serais très intéressant de savoir comment il fait. Enfin, très intéressé, pardon, de savoir comment il fait. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Et donc, la solution qui est communément admise dans l'industrie pour éviter les problèmes de déploiement, c'est tout simplement de les automatiser. Comme ça, il n'y a pas de souci. On arrête de faire des bêtises avec nos gros doigts, et en général, les déploiements se passent beaucoup mieux. Derrière ça, on essaie de simplifier le processus de validation des déploiements. Donc c'est important, si on sait déployer de manière automatique, ça serait dommage de pouvoir déployer par exemple tous les jours en appuyant sur un bouton super facilement, mais qu'en fait on ne puisse pas le faire parce qu'il faut avoir la validation du grand chef, du grand Manitou, du gourou, de machin, et on passe un mois finalement avec des échanges de mails pour obtenir la validation du déploiement. Ça c'est trop bête. Donc il faut simplifier ce processus-là. Et enfin, donc sur cette première partie, les gestions de changement dans les bases de données, ça c'est un point qui est essentiel, c'est souvent lié au déploiement, c'est pour ça que je le mets là. Si vous faites des changements de schéma dans votre base de données, des renommages de colonnes, de tables, etc. à la main, c'est un désastre. Enfin, vous courez vers un désastre en tout cas. Et donc il y a plein de méthodes maintenant automatiques qui permettent de gérer ça et de s'assurer qu'il n'y a aucun problème lorsqu'on fait des changements de schéma. C'est ce qu'on appelle le schéma as code. On appelle ça aussi les ORM, même si c'est quelque chose d'un petit peu différent. Je reviendrai dans le détail là-dessus, mais ce qui est important, c'est que vous n'avez pas besoin de faire ça à la main. Vous pouvez faire ça avec du code, dans Git, de manière testée, proprement, etc. Ce sera l'occasion de discuter de ça dans cette vidéo. Et ensuite, on arrive sur des choses qui sont un tout petit peu moins faciles à mettre en place, qui se mettent en place une fois qu'on a un peu plus de maturité, donc notamment la documentation. Ça peut paraître bête, mais avoir une bonne documentation sur son code et ses logiciels, et même aussi sur les processus qu'on utilise dans la production et autres, ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs, parce que lorsqu'on suit une documentation, on a beaucoup moins de chances de faire une erreur que lorsqu'on invente les étapes au fur et à mesure qu'on les fait. C'est aussi simple que ça. Alors ça demande un peu de temps et de travail à maintenir, c'est pour ça que c'est peut-être pas le premier truc à faire, parce que si on commence par documenter alors qu'en fait on ne sait même pas ce qu'on fait, c'est-à-dire que les process sont pas encore bons, ça pose des questions. Alors il y a des techniques pour s'améliorer en documentant, etc. Mais voilà, on en discutera dans la vidéo sur la documentation. Et ça reste quelque chose à garder en tête. À un certain moment, il faut quand même se mettre à faire de la documentation, surtout aussi quand les équipes grossissent. Ça, c'est un point important. Quand une entreprise grossit, plus elle est grosse, plus elle a besoin de documentation, justement pour onboarder des nouveaux arrivants et autres. Ensuite, on parlera du découplage de l'architecture, qui est un point essentiel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc une des premières vidéos, c'était de travailler sur des petits lots, donc des petits morceaux.
Et le fait de découper le travail en petits morceaux n'est possible que si l'architecture le permet. Et donc c'est pour ça que c'est important de découpler l'architecture. Ça fait que lorsqu'on veut travailler sur un bout du code, on ne soit pas obligé de changer le code à 50 autres endroits. Donc c'est ça le découplage. Le découplage, c'est la capacité à faire des changements locaux qui n'aient pas d'impact ailleurs dans le code. Et donc ça passe par plein de techniques comme les interfaces et autres, dont on discutera à cette occasion. Ensuite, il y a le test en continu. Alors vous avez remarqué que quand j'ai parlé d'intégration, j'ai parlé aussi de tests automatiques. Et le test en continu, c'est encore un niveau au-dessus de testing, donc on en discutera du coup dans cette vidéo-là. Et enfin, là, il y a des choses qui sont un peu plus avancées encore, donc l'intégration de la sécurité dans le développement. Et oui, c'est important, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec DevOps, c'est que c'est une méthode systématique pour réduire les bugs tout en améliorant la productivité des équipes. Et en fait, on peut voir aussi les failles de sécurité comme des bugs logiciels. C'est un petit peu différent, parce qu'on les détecte plus tard, c'est plus difficile à détecter, mais ça fonctionne de la même manière. Et donc on peut appliquer le DevOps à la sécurité, et du coup intégrer tous ces processus de sécurité dans le développement, de manière à avoir en sortie finalement de chaîne, un logiciel qui soit plus sûr et qui ait moins de failles de sécurité. Ensuite, un point très important aussi, c'est la prise en compte des feedbacks des clients, parce que si on développe des logiciels très très vite, avec de la très bonne qualité, c'est-à-dire sans faire de bugs, c'est super, mais si ce logiciel-là ne sert pas à son utilisateur, ça n'a aucun intérêt. Et donc, en plus de ne pas avoir de bug, il est essentiel que le logiciel apporte de la valeur à ses utilisateurs. Et donc c'est là que la prise en compte du feedback des clients est essentielle. Et quand je dis des clients, c'est des vrais utilisateurs du logiciel, pas des managers c'est vraiment le client, c'est-à-dire la personne qui utilise le logiciel. Il peut y avoir des intermédiaires pour récupérer ces feedbacks, notamment si vous faites un logiciel qui est à destination d'une centaine de milliers de personnes, voire de millions de personnes, c'est très difficile d'aller voir un par un toutes ces personnes-là. Mais si vos utilisateurs sont une vingtaine ou une trentaine, vous pouvez tout à fait, en tant que développeur ou en tant que manager de développeur, réunir tous ces gens-là, ou une fraction de ces gens-là, pour donner du feedback directement en présence des développeurs, justement pour éviter les intermédiaires, les interprétations, les mauvaises compréhensions, le filtrage, etc. Et s'assurer que aussi, en tant que développeur, vous ayez vraiment la compréhension et le ressenti des utilisateurs. C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre lire un feedback utilisateur dans un mail, dans un rapport, quelque chose de synthétisé, ou de l'entendre dans une discussion par une autre personne, et être soi-même face à l'utilisateur quand il va vous dire mais ça c'est horrible, c'est super frustrant, j'y arrive pas. Vous allez aussi ressentir cette frustration-là, vous allez ressentir parfois cette colère ou la tristesse, ça peut être... Quand vraiment l'utilisateur n'arrive pas à faire ce qu'il veut, il y a des émotions qui rentrent en jeu, et le fait en tant que développeur justement d'être confronté à ces émotions-là, ça vous permettra d'être plus efficace. En tout cas, plus efficace dans la capacité à délivrer de la valeur pour vos utilisateurs, de mieux comprendre leurs problèmes, et donc du coup d'implémenter des logiciels qui soient finalement plus malins, plus utiles. Et le dernier point, les deux derniers points, c'est la surveillance et l'observabilité. Donc je parlais tout à l'heure de la notion de fiabilité, donc ça porte là-dessus, c'est comment est-ce qu'on mesure la fiabilité, et comment est-ce qu'on utilise ça pour réagir lorsqu'on détecte un problème en production, quand la latence monte par exemple, ou quand d'un coup on se rend compte qu'il y a des erreurs, avant peut-être que l'utilisateur nous le dise, on peut tout de suite réagir. Et enfin, la gestion des risques et la priorisation, la notion du good enough, ça c'est un sujet qui est un peu plus complexe, mais l'idée c'est de se dire, en fait on ne peut jamais faire du logiciel qui soit 100% sans risque, dans lequel tout fonctionne bien tout de suite, on est toujours obligé de gérer des risques, c'est-à-dire dire ok là on va peut-être prendre un peu de risque, on va aller un peu plus vite, mais à l'autre côté on va compenser en faisant ceci ou cela, on a une feature qu'on demande qui est très très complexe, qui fait plein de choses, peut-être qu'on va juste ne pas tout faire, mais faire juste la partie essentielle, le good enough, juste ce qu'il faut, pour quand même apporter de la valeur au client sans y passer des mois et des mois. Donc ça voilà, c'est plus vraiment à destination des managers, c'est plus difficile pour un développeur d'avoir ce genre de sensibilité-là. À partir d'un développeur senior, ça commence à être intéressant. Mais si vous avez moins de 5 années d'expérience, c'est pas forcément la peine de rentrer trop dans ces détails-là. Donc ce qui est important, je répète, c'est que l'ordre d'implémentation de ces choses-là peut changer selon votre contexte, le contexte de votre équipe, de votre organisation. Et donc c'est pour ça que je vous ai donné 5 indicateurs. Et c'est pour ça que la première chose à mettre en œuvre, ce sont les rétrospectives, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de mesurer de manière qualitative et non pas quantitative. Quantitative, c'est les indicateurs. Qualitative, ça va être les retours que vous allez avoir de votre équipe et d'autres personnes pendant les rétrospectives.
si vous allez dans la bonne direction ou non. Et ce qui est important, c'est d'aller dans la bonne direction. Après, ça prend le temps que ça prend, mais si chaque semaine, chaque mois, etc., vous vous améliorez, au final, vous allez devenir plus performant. Et donc je répète, voilà, donc les références de cette introduction, en tout cas, c'est majoritairement la recherche DevOps, du coup, sur du projet Dora, donc qui est disponible à ce lien-là. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour les autres vidéos. Et si vous avez déjà aujourd'hui des questions par rapport à DevOps, par rapport à tout ça, avant que les autres vidéos arrivent, n'hésitez pas à les poster en commentaire. À très bientôt!